Pourquoi? Parce qu'on dit, ah mais on ne les voit plus. C'est vrai. N'empêche que si on est au niveau de l'enfant, eh bien un enfant, il a besoin de se cacher, il a besoin plus précisément de ne pas être vu de l'adulte, tout en voyant l'adulte. Besoin à la fois d'apparition et de séparation, être à l'abri du regard, et surtout continuer à voir l'adulte. S'il ne le voit plus, il est terrorisé. Mais il est extrêmement sécurisé par le fait d'avoir l'impression que l'adulte ne le voit plus. Ça marche dans des crèches, mais ça marche au square. Combien de fois, il m'arrive que j'observe beaucoup dans les squares, c'est mon lieu privilégié de travail, j'observe récemment, il y avait un petit gamin qui passait son temps à se cacher. Et la maman n'arrivait pas à le trouver, mais elle avait vraiment les jetons. Moi j'ai vu où il était. Et alors il était vachement jouissif le mot. Ah, on va le retrouver. C'était génial. Puis à un moment donné, elle le retrouve. Elle lui dit, si tu recommences, je m'en vais. Il va se replanquer. Elle se tire. Oh, vous auriez vu la tronche du gamin. C'est terrible. Hein, parce que ne plus voir l'adulte, c'est complètement anxiogène. Concrètement, en termes d'aménagement, ça veut dire des espaces à aménager. Être à l'abri du regard, mais se pouvoir sécuriser, le voir quand même. Le quatrième éclairage, eh bien, c'est la fameuse crise d'angoisse dont on parle tant. Moi, je l'appelle « j'y vais pas ». Qu'est-ce que c'est que cette crise d'angoisse? Alors, c'est un grand mot. Elle est classiquement, en général, on a tendance, c'est comme tout se joue avant 3 ans, la crise d'angoisse, c'est la crise des 8 mois. Ou, selon l'auteur, la crise des 9 mois, vers midi et quart. Bon, mais non. La crise d'angoisse, c'est quelque chose qui est plus ou moins présent chez les enfants, mais qui classiquement, et c'est plutôt bon signe, qui apparaît, je dirais, entre 8 et 18 mois. Et c'est le moment où, précisément, cet enfant, c'est un progrès. Ces signes qui se développent très bien, mais c'est là où il découvre qu'il y en a d'autres. Qu'il y en a d'autres. Alors, en même temps, il est attiré par les autres, mais en même temps, il a les jetons que les parents disparaissent. Il y a cette double entrée. Ça veut dire, c'est la période où, la nuit, il va hurler, il ne va pas vouloir être ailleurs que dans les bras. Alors certains, si c'est des hardes de la crise d'angoisse, c'est terrible. Hein. Il est calme, on l'embrasse, on le pose, il hurle, on le reprend. On a intérêt à faire de la muscu. Hein. C'est plus ou moins long, mais c'est signe qu'il prend conscience qu'il y en a d'autres. Tous les bébés ne sont pas concernés. Et ce que l'on voit, c'est que la crise d'angoisse est très légère chez les enfants qui, très tôt, ont été régulièrement confiés à des haltes garderies. Qui ont, alors, bien avant qu'ils aient 8-9 mois, été habitués à vivre avec d'autres enfants un petit peu, ou avec d'autres adultes, en sachant, en ayant bien intégré, que le parent va revenir les chercher. On le disait, elle est très liée à la marche. C'est pour ça qu'on dit entre 8 et 18 mois. On revient encore à la marche en rapport avec les phéromones, là. Mais la marche aussi, à travers « j'y vais pas ». Je sens que mes jambes vont me porter vers l'horizon. Mais, c'est bien, mais j'ai les jetons. Quand un enfant, ce qu'on peut conseiller, d'abord c'est de ne pas s'inquiéter, mais ce qu'on peut conseiller, c'est d'éviter, si on prolonge un congé maternité, de mettre l'enfant en crèche vers le 8-9 mois. Quoi. Si ce n'est avant, en ayant préparé des diffusions, n'est-ce pas, en y ayant été aidé, espérons-le, par des professionnels de l'enfance. Cette maman, elle ne travaille pas. Elle a pris un congé parental. Tout le monde lui dit « t'en as de la chance ». C'est vrai qu'elle a de la chance, elle est en cohérence avec son choix. Tout comme cette autre maman qui a décidé, même si elle n'en a pas de besoin matériel, de reprendre le travail et de confier son enfant à une crèche ou autre, n'est-ce pas? Les deux ont de la chance, si elles ne sont pas jugées. Mais, on va en général dire, c'est l'époque, la belle époque où maman ne travaillait pas, vous savez, dans les films, l'époque de Boucle d'Or.
Papa ours avait le grand bol, maman ours le petit bol, et les oursons n'avaient pas de bol. Vous vous rappelez de cette période? Maman est restée chez elle. Regardez, ah, c'était la bonne mère. On voit ça en Allemagne aussi, pas mal. Hein. Donc, t'en as de la chance. C'est vrai qu'elle a de la chance, mais alors dites donc, ça fait 1 an qu'elle est avec son gamin, mâle ou femelle. Elle a envie de se le couper en tranches ou de le foutre par la fenêtre. On a tous eu envie de couper nos gamins en tranches, hein, mais il ne faut pas le faire, c'est très mal. Donc, comment éviter de le faire? Eh bien, je répondrai éloignement, diffusion, en clair, s'occuper de soi. Ça fait 1 an que la pauvre femme, elle va plus chez le coiffeur. Elle va plus au club Tupperware. Elle va même plus au club Thermomix. 1 000 €. Son mari disait, bon, mais elle va nous ramener du fric. Ça fait 1 an qu'elle fait de la soupe. Que lui conseiller? De mettre son enfant en halte garderie pour s'occuper d'elle et aller chez le coiffeur. Diffusion, éloignement, disparition, plein de guillemets. Elle arrive à la halte garderie, un jour, hésitant, elle dit, je vous le laisse pour 2 heures, parce que je vais chez le coiffeur. Et je serai peut-être un peu en retard, vous savez ce que c'est que les coiffeurs. Coup de bol, est-on sur une éducatrice, une auxiliaire, qui ont tout compris. Ont compris que la disparition, c'était aussi permettre aux parents de s'occuper de lui. Et cette professionnelle va dire, vous en faites pas, prenez du temps pour vous, c'est important, etc. Oh, elle a fait un boulot, elle peut prendre 1 semaine de repos. Elle a fait de la médiation familiale. Manque de bol, cette pauvre femme, elle est tombée sur une auxiliaire de puériculture ou une éducatrice ce jour-là, qui est persuadée qu'une bonne mère reste chez elle. Et elle voit cette femme pas culottée, vous vous rendez compte, hein, qui amène son enfant en crèche alors qu'elle bosse pas, en halte garderie alors qu'elle bosse pas. Obligée de lui prendre. Parce que le matin, il y avait un élu qui était venu dire quel est votre taux de remplissage. Voir plus haut dans le texte. Les élus disent ça, mais ils disent c'est pas nous, c'est la CAF. Et la CAF dit non, c'est la CNAF. Et la CNAF dit c'est merci, donc il faut remplir. Obligé de lui prendre. Mais alors, dites donc, le regard porté sur cette femme, cette auxiliaire, dit, vous avez bien de la chance d'aller chez le coiffeur. Mais qu'un mouvement de narine et de lèvres. C'est non verbal, vous voyez. Avec les moustaches, on ne voit pas la lèvre, mais chez une auxiliaire, il n'y a pas de moustache en début de carrière. C'est un truc pour être mal avec les... On fera les ODE après. Hein. Et on ne fera pas les aspas. Donc, une mère, c'est pas une femme normale. Une mère, c'est une femme qui parle, qui comprend du non-verbal, puisque le bébé ne parle pas avec des mots. Elle voit le mouvement de narine. Vous avez bien de la chance d'aller chez le coiffeur. Elle se retrouve sous la séparation va être difficile, vous voyez. Elle se retrouve sous le casque du coiffeur en disant peut-être que c'est pas bien. Elle arrête de nous rendre dans la Milan, vous voyez. Peut-être que j'aurais pas dû mettre à la rate, c'est peut-être pas bien. Peut-être ne va-t-elle pas oser travailler cette séparation, en plein guillemets. Peut-être va-t-elle ramener l'enfant à la halte, mais en oubliant de se situer dans le triangle enfant, parent, professionnel. Elle va peut-être amener Lucio à la halte en disant je vous l'amène, il adore la halte. Là, le gamin est surpris, vous voyez, il ne déteste pas, mais quand on dit qu'il adore, c'est un peu excessif. La dame de la halte dit c'est pas sûr, il pleure beaucoup. Là, il est vachement surpris parce qu'il ne pleure jamais. Qu'est-ce qu'elle se raconte? Donc, très important, encore une fois, de s'occuper de soi. Alors, prévenir, bon, ne pas s'inquiéter pour ces fameux crises d'angoisse, n'est-ce pas, qui est un signe d'autonomie sociale, et ça fait peur. Hein, il y a tout un tas de choses, on en parlera dans un autre registre. On parlera de l'Oedipe dans quelques secondes. L'Oedipe. Mais c'est évident qu'il est mieux d'éviter du jour au lendemain de mettre un enfant de 8-10 mois en crèche. C'est mieux ou d'attendre un peu ou de le mettre avant. Ceci dit, c'est évident que quand cet enfant est quand même mis en crèche dans cette période, eh bien, il y a des précautions à prendre. Il y a plus encore travailler cette séparation mère-enfant, accompagnement du lien. Dernier élément, on est dans les décors, puis après on partira rapidement avec quelques éclairages. Vous savez, en psy, on a des mots compliqués. On met souvent des mots compliqués pour faire intelligent.
notre principale activité est de couper les mots en deux. Vous pouvez vous entraîner pendant 3-4 jours, après vous pouvez être psy. Hein. C'est hyper facile, vous voyez, le passage à l'école est coupé en deux, passe âge, j'ai passé à un autre âge. C'est énorme, hein. Des années de boulot pour arriver à... Puis ça ne fait pas, vous dites qu'il est passage, les interdits. On disait tout à l'heure, l'importance de savoir aimer son enfant, permettre la diffusion, c'est savoir lui dire oui, mais savoir lui dire non. Par définition aussi, hein, la diffusion. Mais que le meilleur gagne. Eh bien, les interdits, vous coupez en deux, c'est interdit, dit entre. C'est à table, vous dites ça avec des amis, ils n'en viennent pas. Hein. L'enfant roi est un enfant profondément seul. Hop, là on fout la paix. Eh bien, c'est des mots compliqués. Hein. Potentialité du discours à travers la dimension du quotidien, sur le plan interrelationnel. Pour faire une complexe, ça n'a aucun sens. Hein. Comme personne ne comprend, en sortant, tout le monde dit qu'est-ce que c'était bien. Donc, il y a quand même des belles expressions. Et il y en a une que j'adore, qui est formidable, et qui marque et qui résume exactement tout ce qu'on s'est dit jusque-là. Cette séparation, cet éloignement. On appelle ça le triomphe nostalgique. Toutes les étapes du développement d'un enfant portent le nom de triomphe nostalgique. C'est une expression fabuleuse. Triomphe. Cet enfant, le petit gamin qui marche, tout à l'heure, hein, un garçon toujours comme ça finit par partir. Triomphe, il marche. Et nostalgie, hein, c'est plus un bébé. Nos ados, on disait on en a deux pour le prix d'un. Hein. Ce qui caractérise l'ado, c'est qu'il est double. C'est ce qu'on a évoqué d'un trait de plume. Hein. Il peut se réveiller adulte, se coucher bébé, ou le contraire. C'est la plume Evian, vous savez. Il y a le bébé qui est planqué à l'intérieur. Hein. Alors il a mal au ventre. Il est en triomphe nostalgique. Hein. Il dit j'ai envie que tu me touches le ventre, que tu me mettes du talc, le truc que tu mettais sur les fesses quand j'étais petit. Ça, c'est le bébé qui est planqué dedans qui parle. Manque de bol, on a entendu l'adulte. On lui dit qu'est-ce que t'as encore mangé? T'as encore bu un coca, il mangeait un McDo, ta grand-mère. On lui avait dit de filer de coca. Eh bien, on est passé un petit peu à côté. Triomphe nostalgique. L'ado, il va être adulte, oui, mais il ne va plus pouvoir être enfant. N'est-ce pas? Et toutes les étapes, préparation de la retraite. Oh, on va passer une vie professionnelle en disant un jour je serai en retraite, comme ça existe. Hein. Parti pour pas bourrer, mais un jour, on se retrouve en retraite. Triomphe. Oui, mais nostalgie, qu'est-ce que je vais faire maintenant? N'est-ce pas? Eh bien, toutes les étapes du développement d'un enfant sont basées là-dessus. Et c'est précisément ce qui éclaire cette notion de apparition, disparition. Parce que disparaître, oui, mais j'ai des jetons. J'ai besoin de me rassurer. Ça caractérise vraiment l'adolescent. Hein? L'adolescent, il est marrant, hein, parce que lui, il parle à l'envers. Si vous avez un ado à la maison, vous retournez toutes les phrases qu'il vous dit. Hein. C'est très simple. Il pense comme le bébé, mais il ne peut pas le dire. Disparition, apparition. Oh, est-ce que mes parents m'aiment? Je me demande s'ils m'aiment. Mais je ne vais pas leur dire est-ce que vous m'aimez? Donc je vais disparaître. Je vais dire j'ai pas demandé à vivre. Les moules. Disparition et même mort. Je veux un scooter. On va bien voir si mes parents m'aiment. Manque de bol, les parents, 68 armes, ouest, bicyclette mauve, bagnole de bio. Ils posent le joint dans le cendrier, génial, t'en veux un de quelle couleur? C'est des bouffons, hein, dis. Non, une histoire d'amour commence. Une histoire d'apparition qui perd la disparition. On t'aime, on ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose, on a trop peur que tu roules sans casque. Vous êtes des nuls. Bam, je m'enferme dans ma chambre, je fais le plein d'amour. Ça dure un jour ou deux. Au bout de 2 jours, je ressors. Et mon scooter, t'en auras pas, on fait très bien que tu roulerais sans casque. Vous êtes des ringards. Bon, je refais le plein. Ça dure un temps variable, le plein. Ça peut durer 6 mois, 1 an. Quand j'ai fait le plein, je le dis là. Je me dis, ça y est, bon, j'ai compris même que ça serait quand même bien d'avoir un scooter. Donc c'est simplement le discours qui change. Vous voulez pas en acheter un, je vais en piquer un. Donc, on te l'achète, mais tu mettras le casque. Bien sûr que non, je ne mettrai pas le casque. Il y a tout ce jeu autour de la mort, n'est-ce pas? Peur. Hein, autonomie, encore une fois. Se prouver qu'on est aimé. Autonomie chez le tout petit. Moi, je suis un petit, j'ai 13 mois. J'ai des parents,
Mais mon père, il travaille énormément, il n'est jamais là. Il disparaît tout le temps. Il part au boulot, je dors encore. Il arrive le soir, je dors déjà. Est-ce qu'il m'aime? Je me demande s'il m'aime pas, je me demande même si c'est pas à cause de moi qu'il est tout le temps parti. Je voudrais qu'il s'occupe de moi. Je suis à la crèche, j'ai 13 mois, mais il y a un vieux, il a 2 ans, c'est un redoublant. C'est une année où il n'y a pas de risque de fermeture de classe. On les garde jusqu'à 3 ans. Beaucoup d'expérience, le vieux. Je lui dis, tu te rends compte, je crois que mon père m'aime pas, je ferais bien une vérification d'amour. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, ben, il dit, tu lui fais peur. S'il a peur pour toi, c'est qu'il t'aime. Puis s'il s'en fout, c'est qu'il disparaît. Je lui dis, tu fais ça avec quoi, toi? Oh, mais moi, j'ai un petit escalier qui mène au grenier. Quand je veux faire une vérification d'amour, je monte 4 marches quand mon père est là, je hurle. En général, il arrive, il dit à un moment, oh là là, il va tomber. Il faut qu'on le fasse descendre, il faut qu'on mette une petite barrière. Je sais qu'il ne mettra pas la barrière, donc je pourrais refaire la vérification d'amour. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le soir, moi aussi, j'ai un petit escalier qui mène au grenier, je monte 4 marches, je hurle. Mon père arrive, appelle maman, dit, regarde, il y arrive. Un bide. Le lendemain, je l'ai engueulé, le copain. Je lui ai dit, il me dit, mais il m'a expliqué, parce qu'il est très érudit. Hein. Il m'a dit, mais les parents, ils ne sont pas tous les mêmes. Le mien, c'est un anxieux. Quand il était petit, il était dispensé de gym par médecin de famille. Donc, dès que je monte dans l'escalier, il a peur que je tombe. Le tien, c'est un sportif. Donc, pour assurer ta sécurité, il pense que c'est bien de te faire prendre des risques calculés. Il faut que tu essayes autre chose. Les peurs nocturnes, tu as essayé, ça marche bien. Je dis, viens, il prend de l'Imovan, il pionce. Il n'a pas le droit de manger, il dort à table. C'est désespérant, ton truc. Mais il me dit, quand il rentre le soir, qu'est-ce qu'il demande, ton père? Je dis, il n'y a qu'un truc, c'est est-ce qu'il a bien mangé? Il me dit, c'est bon, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Quand c'est lui qui te donne à manger, le bol, le soir même, mon père, un projet, me donner à manger de la purée. Je dis, je commence toute l'expérience. J'étais dans mon baby relax, sanglé. Il me donne à manger la purée, une cuillère. Je fais non. Il me dit une demi-cuillère, il dit un verre. Moi, je fais non. Un petit peu pour goûter. Non, plus en plus vert. J'imaginais pas qu'il m'aimait à ce point-là. J'avais un projet. Je me suis dit, pendant 3 jours, je ne vais pas bouffer. Je vais faire le plein. Mais l'affaire a rebondi. Ma grand-mère, qui a été chez le docteur pour renouveler son ordonnance contre le cholestérol, voilà qu'elle tombe sur un article dans la salle d'attente sur l'anorexie mentale. Heureusement, elle était toute seule dans la salle d'attente du docteur. Elle découpe en toussant, pour pas qu'il entende. Et sous la lampe de la cuisine, c'est fou les pages déchirées chez le docteur. Sous la lampe de la cuisine, vous aviez le père, la mère, la grand-mère en train de lire l'article. Oh, je me dis, je ne vais plus bouffer pendant 3 mois. Pensons à ces attitudes-là. Pour pouvoir se détacher, il faut se sentir attaché. Et la vérification d'amour que font beaucoup là, je parle de tout petits, beaucoup de jeunes, hein, et certains ados se mettent assez facilement les pieds dans le tapis avec les histoires d'anorexie ou autres. Alors, triomphe nostalgique, c'est le dernier décor. Premièrement, les disparitions. Disparition, eh bien, on va donner 2 éclairages. La propreté. La propreté, la semaine dernière, j'ai fait une conf autour de la propreté pour les assistantes maternelles, et on insistait, sans le dire, sur cette notion de disparition. Il y a un vrai travail à faire pour sécuriser l'enfant. Pour sécuriser l'enfant, entre autres, que l'acquisition de la propreté ne devienne pas le problème central de la maison, hein, par définition. J'adore aller sur la propreté et c'est assez amusant. J'adore, par exemple, aller dans des crèches au mois de juin, voir des petits lupiots, vous voyez, qui ont passé à l'école, qui ont 2 ans et demi, 3 ans, qui ont tout ce qu'il faut pour être propres, mais qui visiblement ne sont pas propres. Alors quand j'en repère 2-3 par crèche, je les emmène dans un coin, puis avec leurs mots, on discute de la propreté. 99 fois sur 100, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'ils ont entendu les parents dire « on attend qu'il soit propre pour le mettre à l'école ». Les mecs, ils ont le pied sur le frein, disons. Tant que je ne suis pas propre, je reste avec la nounou ou à la crèche. Hein. En général, ça se passe bien, parce qu'en septembre, il va à l'école, et puis si la mayonnaise affective prend bien avec l'instinct, ils sont propres. Rapido, en 15 jours.
ce qui permet aux parents de revenir voir les professionnels de la petite enfance en disant: vous avez vu, la maîtresse, en 15 jours, elle a plus de rencontre. Elle a été fichue de faire en 15 jours ce que vous n'avez pas été foutu de faire en 3 ans. C'est un compliment. Mais la propreté, et non tout ce qui est notamment, pas le pipi, mais matière fécale, c'est terrorisant pour un enfant. Et là, on est dans la disparition. Alors, dans la couche, ça part tout seul. Il ne fait pas tellement attention à ça. Mais quand c'est dans le pot, eh bien, beaucoup d'enfants peuvent être terrorisés par ce bout d'eux-mêmes qui s'en va. Et il y a tout un travail de sécurisation, de dédramatisation à faire. Ça passe, entre autres, aussi par des enfants qui sont, comme tous les tout-petits, assez bizarres, d'un côté qui peuvent être exhibitionnistes en se baladant à poil devant les autres, mais d'un autre très pudiques, en étant très dérangés par le regard de quelqu'un un peu trop insistant quand ils sont sur le pot. Par rapport aux matières fécales, il y a un vrai travail de l'ordre de la disparition à faire pour lui expliquer que c'est pas un enfant de lui qui s'en va. Pour certains enfants, c'est terrorisant. Des fois, les messages ne sont pas complètement clairs. J'adore aller dans des crèches où on fait faire de la peinture dans les salles de bain pour une question de plomberie. Alors, en général, quand je suis là, je vois des petits gamins à 9h qui sont sur le pot, ils disent: c'est bien, t'es propre. Et à 10h, comme ils s'en foutent partout, on dit: on est là pour se salir. Quand on voit les lopios, on voit que c'est pas d'autre le double message. Apparition, disparition. On a parlé de l'enfant et de l'adulte, mais il y a aussi entre enfants, il y a aussi le jeu, il y a aussi marquer son territoire. Quand je suis tout petit, je suis dans le principe de plaisir. Je suis le centre du monde, j'ai tout ce que je veux tout de suite. Apparition, disparition, ça va aller dans le sens aussi du principe de réalité. Je ne suis pas le centre du monde, je n'ai pas tout et j'attends. C'est la frustration. Frustration d'accepter l'idée de ne pas tout avoir. Il y a cette notion de disparition, elle va se jouer notamment à travers des conflits. J'ai 2 ans et demi, 3 ans. On m'emmène au square. Je suis habitué à être avec des plus petits. Donc je passe mon temps à leur piquer tout ce qu'ils ont. Ils pleurent. Je passe à autre chose. Je suis plus fort, il n'y a pas à dire. Un jour, je vois un joueur B. Moi, je suis le joueur A. Un joueur B qui a 2 ans et demi, 3 ans, et du matériel de socialisation. Un seau et une pelle. Comme d'habitude, je vais lui piquer son seau, je vais le foutre dans un buisson, puis après on passe à autre chose. Ça devrait se passer comme d'habitude. Et ce jour-là, c'est pas un jour comme les autres. Je suis tombé là encore sur une peau de vache. L'autre, pour marquer son territoire, ça c'est pas à toi, c'est à moi, il récupère son seau, et avec la pelle, boum, un coup sur la tronche. Je pleure. Combien de temps vais-je pleurer? Le temps d'intégrer séparation, cette donnée fondamentale, le monde entier est à moi, sauf son seau. Ça paraît idiot, ça vous paraîtra encore plus idiot que vous saurez que certains chercheurs, je pense à Hubert Montagnier par exemple, ont bossé pendant des années sur ce qu'il appelle la relation d'offrande. C'est quoi? C'est un grand pas dans la socialisation, c'est-à-dire que cet autre-là, c'est une peau de vache. Heureusement que mes parents n'ont pas vu, ou qu'ils ont un strabisme divergent. Ils disent femme actuelle de l'œil gauche, tout en surveillant que l'œil droit. Heureusement qu'ils ont un t-shirt marqué Z et que ça veut dire zen et pas Zorro. Si c'est marqué Zorro, il se lève en disant rends-lui son seau, petit garçon, le tien est près du banc. Et il m'empêche ainsi de régler les conflits. C'est important d'apprendre à gérer un conflit en me rendant compte que j'ai quelque chose à moi, lui il a quelque chose à lui, on va faire ensemble. Relation d'offrande. Dans ma tête, c'est la première fois que je vois quelqu'un dans cet état-là. Hein. L'autre, c'est une peau de vache, je vais le mettre bien avec. Je vais en faire un copain, une copine. Je vais lui offrir un petit cadeau de bienvenue au club. Je ne vais pas lui offrir mes jouets. Ils sont à moi, j'ai pas de disparition là-dedans, hein, c'est à moi. Mais je vais aller en piquer un plus petit. Il y a une petite minette dans un coin du square, très poupée Barbie, qui est en train de jouer avec une poupée Barbie. J'y vais, je lui tire sa poupée Barbie, je l'offre, offrande à un copain qui la destroy dans la seconde. J'avais raison de me méfier, c'est un féroce. Donc je ne suis plus seul sur Terre.
le phénomène de bande est né. Je lui dis, tu viens, on va lui foutre du sable dans les yeux. On va tous les deux aller torpiller la petite Minette qui va pleurer le temps de se dire, ces deux-là, il faut que je me mette bien avec. C'est important que les adultes, parents ou professionnels, ouvrent l'œil, non pas pour intervenir, sauf un cas, s'il y a un phénomène de souffre-douleur. Et c'est un phénomène, je n'ai pas le temps de le développer ce soir, mais je peux vous assurer qu'il est en train de monter à fond les malais. On parlait des moules tout à l'heure. On parlait de la précocité, des compétitions de la petite enfance, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un phénomène qui est en train d'apparaître fortement depuis quelques années. C'est des enfants qui ont de plus en plus la peur de ne pas être à la hauteur et qui se regroupent à plusieurs pour humilier un tiers. Si vous voulez en savoir plus, on a une copine psychologue qui fait un énorme boulot, tout son boulot est là-dessus. Elle s'appelle Hélène Romano. Elle s'appelle Romano, mais on l'a gardée parce qu'elle est psy. Et elle, regardez sur Internet Hélène Romano, vous verrez tout un tas d'écrits là-dessus. Elle parle des jeux dangereux, des enfants qui se groupent à plusieurs pour humilier un tiers, des tout petits ou des plus grands, Facebook et autres. N'est-ce pas? Donc, regardons, n'empêchons pas des enfants de gérer les conflits, parce qu'à travers la gestion du conflit, c'est apprendre que tout n'est pas à eux. Et c'est quelque chose de complètement essentiel. Par contre, surveillons s'il n'y a pas un enfant souffre-douleur, et dans ce cas-là, c'est pas zen qu'il faut avoir, c'est zéro. Hein? Faire comprendre à cet enfant que c'est pas lui, et comprendre aux autres qu'il faut arrêter de l'agresser. Deuxième, rapidos, vie, mort. Éclairage, la vie, la mort. Eh bien, c'est évident qu'il y a plein de questions que tout enfant se pose. On va en éclairer trois, très rapidement. L'aspect normal de se poser la question, mais aussi jusqu'où en parler. Je dis tout à l'heure, on se parlera du fameux Oedipe. Alors, très controversé, hein, ce moment où l'enfant, le bébé, tous les bébés humains sont très séduisants. Hein. Le bébé humain est mal foutu, hein, entre nous. Contrairement aux autres mammifères, le petit veau, je suis doué, hein, il se met sur les pattes, il va manger de l'herbe au bout de quelques heures, enfin, il devrait être prix Nobel, le petit veau. Mais le nôtre, notre bébé humain, il est nul. Il ne sait rien faire, il va mourir dans les heures qui suivent. Mais il ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une technique qui se passe de fœtus à fœtus, de ventre à ventre, c'est la séduction. Il est beau, il m'a fait un sourire. C'est pas vrai, c'est une colique, mais autant qu'on croit que c'est un sourire. Et à partir de là, il va obtenir de nous tout ce qu'il veut. Il suffit qu'il me fasse un sourire, je croule sous les cadeaux. Attention, certains à 30 ans sont encore dans ce stade-là par rapport aux parents. Le bébé est rusé parce qu'ils s'apprennent le geste mondialement répandu, l'inclinaison de la tête. Ils savent tous le faire. Il y a le sourire et l'inclinaison de la tête. Je veux un bonbon, demandai-je à un de mes parents. La tête droite sur un mode impératif. Non, t'en as mangé de trop. Je vais voir l'autre parent en inclinant la tête. Tu me donnes un bonbon. L'autre va dire oui, mais un seul. J'accepte le deal. Le but de ce bonbon, c'est pas d'être mangé, c'est d'être montré à celui qui ne me l'a pas donné. Donc, dans un premier temps, l'enfant, le tout petit, va tester le pouvoir de sa séduction tous azimuts. Tous azimuts. Je glisse une petite parenthèse, je plaisantais tout à l'heure autour de la notion de référent en crèche. J'ai un rapport un peu particulier avec cette notion parce que j'ai fait partie des gens qui, il y a une quinzaine d'années, ont inventé le mot référent. Pourquoi? Parce qu'on voyait dans des crèches qu'il y avait des bébés plus séduisants que d'autres. Et ils avaient un mal fou à être posés par terre, les plus séduisants. Et vous avez une auxiliaire qui le tenait, dit je vais le mettre dans son bureau, donne-le-moi, il est beau, celui-là. Et puis on en voyait plein, moins séduisants, qui étaient beaucoup par terre. Alors on a inventé la notion de référent pour qu'au moins tous les bébés aient une certaine chance d'être pris dans les bras. Mais, donc, séduction. Mais ils grandissent. Et, peu après la marche, on est à 18 mois, 2 ans, et bien là, la séduction va être très sexuée. La question qui va se poser, c'est est-ce que je suis capable de séduire un adulte, un personnage de sexe différent du mien? Alors on est dans le grand classique. Hein, cette petite fille va mettre un vêtement porté par maman,
va attendre papa qui arrive le soir, va lui faire un grand câlin, jusqu'à ce que